Merci Claude Barthelone d'être sur le plateau. Merci de m'accueillir. De 12-13 dimanche, président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui va faire sa rentrée demain, officiellement. Président d'un jour, président toujours, on pourrait dire pour vous, parce que vous êtes candidat aussi aux élections régionales en Ile-de-France. Oui. Et si vous gagnez, vous deviendrez président de cette région. Donc vous serez encore président. Cependant, ça va être serré, d'après les sondages. C'est pour le moment 40-40 en fonction des sondages. Mais c'est bien, parce qu'à la fois, ça permet de mobiliser tous les militants dont dépend le résultat et les électeurs de chaque camp. On va en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure. Dans les semaines qui viennent, en tout cas, vous allez devoir à la fois mener campagne et continuer à gérer les affaires du pays d'une certaine façon à l'Assemblée nationale, alors que le quinquennat de François Hollande entre dans sa dernière ligne droite et que pendant ce temps-là, la droite, elle, compte sur les prochaines élections régionales pour se refaire une santé en perspective de 2017. On va reparler de tout cela au cours de cette émission. On va commencer évidemment par les frappes en Syrie menées par l'aviation française contre l'organisation État islamique Daesh. L'Élysée a indiqué ce matin que les premières frappes ont été faites sur des objectifs précis après plusieurs missions de renseignement. Malgré tout, c'est une nouvelle étape qu'engage la France là. Jusqu'où peut-elle mener ? Alors d'abord, pour la Syrie, c'est de la légitime défense. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous, l'assassin du Thalys, comme le terroriste qui avait voulu s'attaquer à une église à Villejuif, nous nous étions rendus compte qu'ils avaient été formés en Syrie et qu'ils avaient été en contact avec la Syrie dans les jours qui ont procédé leurs actes. Donc il y a, dans le cadre du droit international, la possibilité d'avoir ce genre d'action lorsque nos intérêts vitaux sont en jeu. Alors vous reprenez ce que dit Manuel Valls, là tout à l'heure. Il a raison. Qui dit qu'il faut s'en prendre à ceux qui s'en prennent à la France, bien sûr, mais seulement à la France. Comment on fait pour faire la différence ? C'est dans le cadre des accords internationaux, nous pouvons réagir comme cela quand on s'en prend à la France. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comment déterminer ceux qui s'en prennent à la France. Oui, voilà. Si on s'en prenait à d'autres, il faudrait une résolution des Nations Unies. Je vous rappelle que lorsque nous sommes intervenus en Irak, on s'en prenait à d'autres qu'à la France. Mais nous avions été appelés par le régime irakien, le gouvernement officiel. Tandis que là, non. Tandis que pour la Syrie, là, nous n'avons été mandatés par personne, mais c'était nos intérêts vitaux qui étaient en jeu, donc il fallait frapper. Pas de la moindre volonté d'épargner ceux qui peuvent nous menacer. Alors, certains estiment, notamment à droite, qu'il faudrait aller plus loin, des interventions terrestres. François Hollande a dit non, pas d'intervention terrestre, mais est-ce que ce ne sera pas inéluctable si la situation s'enlise ? S'il devait y avoir une coalition de la part des pays qui entourent la Syrie, bien entendu qu'il faudra les soutenir. Mais lorsque le président de la République dit pas d'intervention terrestre, parce qu'aujourd'hui Daesh ne rêverait que de cela, d'attirer des troupes occidentales sur le terrain pour essayer de fédérer l'ensemble des nations autour d'elle. Bien entendu, j'espère, pour ma part, que l'Iran va bouger par rapport au soutien qu'il a apporté au régime de Bachar el-Assad. J'espère que les Russes commencent à se rendre compte des menaces que cela peut représenter. Et si à un moment donné, il y a une coalition des pays de la zone qui interviennent en Syrie, bien entendu, il faudra les aider. Les Russes qui soutiennent Bachar el-Assad. Actuellement, c'est un problème politique, ça ? Bien sûr, et j'espère qu'ils bougeront. Ils ne peuvent pas simplement se dire « nous allons préserver nos intérêts, nous voulons garder l'accès aux ports que nous avons sur ce pays, qui nous permettent de diffuser nos bateaux sur l'ensemble de la Méditerranée ». J'espère qu'ils se rendront compte de la déstabilisation qu'entraîne le régime de Bachar el-Assad et ce qu'il représente comme risque et comme danger pour le peuple en dehors de la zone. Vous savez, j'étais à Cergy il y a 15 jours où j'ai rencontré les réfugiés syriens. Et vous savez, c'est terrible de leur part. Eux disent, quand on prend des bombes sur la tête, on ne sait pas si ça vient de Daesh ou de Bachar el-Assad. Mais le plus grand nombre de bombes, nous savons qui les a envoyées le premier, c'est Bachar el-Assad. Quand il y a un assassin de son peuple, il faut savoir prendre des décisions et arrêter le massacre. Pour en terminer sur cette actualité, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, on a vu Manuel Valls monter à la tribune pour appeler à l'unité nationale contre l'organisation État islamique Daesh. Un vote des députés aurait pu être l'occasion de renforcer cette unité nationale, même s'il n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un vote des députés ? Mais il y aura un vote des députés. Vous savez que lorsque l'armée française intervient sur un terrain extérieur, dans les 3 mois au maximum, il doit y avoir un vote. Donc il y en aura un. Voilà. Je pense que dans les 3 mois, puisque nous sommes intervenus, il peut y avoir un vote, bien sûr. Vous le souhaitez en tout cas ? Oui, moi je souhaite toutes les actions qui permettent de renforcer la voix de l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie,
et réussir dans un pays, hélas, quelquefois trop divisé politiquement, à dégager des points de vue qui rassemblent. Face au terrorisme, la France doit être rassemblée. Alors, on va quitter la Syrie pour revenir à d'autres préoccupations, vous allez le voir, parce que vous dites la France qui doit être rassemblée, la gauche qui ne l'est pas toujours. Jusqu'où le gouvernement peut aller dans la prise de risque? On va quitter la Syrie pour revenir sur la question des fonctionnaires qui continuent de faire débat. Mais là, cette fois, c'est Martine Aubry qui est entrée dans le débat. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Et moi, je dois dire, je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance, et notamment sur les fonctionnaires, pour un ancien fonctionnaire, certes devenu banquier d'affaires, mais quand même un ancien fonctionnaire, qui sait sans doute qu'en période de crise, on n'a jamais eu autant besoin des fonctionnaires. Est-ce qu'elle va trop loin, Martine Aubry? C'est Martine, vous n'allez pas... Il y a de l'attaque personnelle contre Emmanuel Macron, là. D'accord, mais moi, vous savez, je pense qu'à un moment donné, à la fois, il faut faire attention aux expressions que l'on emploie, mais il faut être soi-même. Lorsque je vois les images que vous venez de montrer, c'est Martine Aubry. Après, sur le fond, moi, je pense que le président de la République a fermé le banc sur cette histoire et a appelé chacun à ses responsabilités, mais il faut faire vraiment attention. Vous savez, moi, je le dis souvent, un enfant de prolo. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. S'il n'y avait pas eu les services publics, s'il n'y avait pas eu l'école, s'il n'y avait pas eu les médecins, les infirmiers, s'il n'y avait pas eu l'ensemble de ces fonctionnaires qui aident les plus pauvres d'entre nous à grandir, eh bien, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je le répète, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Ouais, et trop souvent, on dit trop de fonctionnaires, mais qui peut dire qu'il y a trop d'enseignants, trop d'infirmiers? Qui peut dire qu'il y a trop d'urgentistes? Qui peut dire qu'il y a trop de policiers? D'accord. Donc là-dessus, il faut faire attention à chacun de ces mots lorsque l'on parle de ce sujet. Vous avez peur que les propos d'Emmanuel Macron se payent dans les urnes et qu'une partie de votre électorat de fonctionnaires, entre autres, vous déserte? Je n'ai pas cette crainte parce que, comme je vous l'ai dit, le président de la République a rappelé chacun à son devoir. Oui, mais vous croyez que ça va suffire pour convaincre les fonctionnaires? Mais que ça va suffire pour les rassurer? Parce que nous sommes la gauche et nous avons donné des preuves de ce que nous étions capables de faire depuis les dernières élections présidentielles. Quand le président de la République dit « voilà », la fonction publique a été trop malmenée, les services publics ont été trop malmenés sous le quinquennat de M. Sarkozy et que l'on recrée des postes d'enseignants, de policiers, de magistrats, eh bien, c'est une preuve d'amour et pas une expression. Vous dites, on ne peut pas dire qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Cependant, il y a eu des débordements dans certaines régions, certains départements, on va parler des régions. Si vous êtes élu à la tête de la région Île-de-France, par exemple, est-ce que vous vous engagez à faire des économies et éventuellement à limiter le nombre de postes de fonctionnaires territoriaux? Soyons clairs, sur les régions aujourd'hui, elles n'ont plus de levier fiscal. C'est-à-dire quand j'entends un certain nombre de gens de droite dire « Ah, la gauche va augmenter les impôts ». La seule chose que l'on peut augmenter, c'est la taxe sur les cartes grises. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Oui. Donc c'est hors de question pour vous. Pour vous, c'est hors de question. Non. En plus, si vous voulez, ce n'est pas à l'échelle des enjeux que nous allons avoir à relever sur la région Île-de-France. Nous allons devoir moderniser, puisque l'État nous a laissé tomber sur les infrastructures de transport, les rails, les caténaires, l'ensemble de la signalisation, notre système de transport. Nous allons devoir changer les wagons des trains qui n'ont pas encore été changés, donc il faut des recettes. Et c'est pour ça que, je le dis, il y aura une taxe qui sera mise sur l'ensemble des poids lourds étrangers en particulier qui traversent notre région, l'écotaxe régionale, parce que sans imposer à la fois les usagers des transports en commun, ni nos entreprises avec l'augmentation du versement transport, il faut que l'on ait des moyens pour qu'enfin, notamment au niveau gouvernemental, on se rend compte que le RER A, par exemple... Oui, mais pour les gens de Marseille, c'est un peu loin, le RER A. Oui, mais juste une petite regardez, chose quand même, parce que pour les gens de Marseille aussi, ils peuvent comprendre cela. C'est que trop souvent, on a abandonné les transports du quotidien pour le tout TGV. Non mais attendez, je reviens sur ce que vous venez de dire là. Il y aura une écotaxe en Île-de-France sur les poids lourds si vous êtes élu président de la région. Qui traverse notre région. Absolument, la région Île-de-France. Ça, c'est un gage aux écologistes qui demandent ça depuis très longtemps. Ah, c'est un gage aussi aux socialistes. Moi, vous savez, mais aux écologistes aussi, mine de rien. Oui, mais je pense que tous ceux qui ont envie à la fois de faire face aux engagements que nous allons prendre dans le cadre de la COP 21 et tous ceux qui ont envie de faire attention à cette double transition écologique et énergétique doivent se dire maintenant, ça va. Il faut des actes précis. On ne peut pas simplement assister à ce flux nord-sud en Europe
des camions sans qu'il y ait une régulation, sans que l'on trouve les moyens pour améliorer les transports en commun, pour lutter contre le tout camion ou le tout voiture. On va en venir à vous maintenant, parce que depuis l'élection de François Hollande à l'Élysée, vous êtes président de l'Assemblée nationale. C'est un poste important. C'est un grand honneur. Au niveau de l'État. Vous l'avez dit d'ailleurs en prenant vos fonctions, on va revoir ça, mais vous êtes en même temps, donc on le disait, en campagne pour les élections régionales en Ile-de-France. En 3 ans, en tout cas, tout s'est accéléré pour vous, on va voir ça. Je sais d'où je viens. J'assume tout de ce que je suis. Un fils de prolétaire. Je dois tout à la République et je veux lui rendre aujourd'hui ce qu'elle m'a donné. Parmi ses invités, son ancienne professeure de français. À l'époque, c'est pas évident d'aller au lycée quand on était de milieu modeste et puis immigré en plus. Arrivé de Tunisie au Pré-Saint-Gervais dans les années 60, Barthelone est un fils adoptif de la banlieue. Il sera élu maire du Pré-Saint-Gervais en 1995. Parlementaire aguerri puis ministre, Claude Barthelone fait ses classes auprès de Laurent Fabius, puis de Martine Aubry. Il sera ministre de la Ville sous le gouvernement Jospin. Imaginez l'image que cela donne chez tous les Français qui nous regardent. Allez, asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a des choses qui ne sont pas supportables. Sortez, brutis. Nos valeurs, c'est tous ensemble. Claude Barthelone est bien parvenu à rassembler les socialistes. Désormais, c'est à lui de jouer. Bartho en campagne, ça va décoiffer. Combativité, convivialité, il arrive à emmener les gens avec lui. 3 ans ici, vous regrettez pas de partir? On ne se pose jamais ce genre de questions. Vous savez, dans la vie, il faut savoir être utile. En dehors de 10 ans en Tunisie, je n'ai connu que la région Île-de-France. Ici, vous regretterez pas? Non, non, pas du tout. Il faut jamais se retourner. Vous êtes sûr que vous ne regretterez pas l'Assemblée nationale si vous devez partir à la région Île-de-France? Vous savez, si c'était un parcours personnel, c'est ce que je dis souvent, y compris lorsque je me retourne sur ma carrière. Franchement, j'ai plus rien à démontrer. Mais lorsque vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez être utile à vos amis, à la gauche et à la région Île-de-France, franchement, il n'y a pas de question à se Juste poser. un mot quand même, parce que la rentrée C'est parlementaire... pas une question de confort personnel, la politique. On a compris, mais la rentrée parlementaire, c'est quand même demain. Oui. Comment est-ce que vous allez concrètement vous organiser? Est-ce que vous allez être un président de l'Assemblée nationale à mi-temps? Parce qu'il faut être à la fois sur le terrain, pas du tout. Comment vous allez faire? Il n'y a qu'une seule chose que je ne présiderai pas, c'est les questions au gouvernement pour éviter qu'il y ait trop d'images. Mais vous savez, même depuis 3 jours, j'hésite, puisque le président Sarkozy a dit qu'il était pour le cumul des mandats. Donc je vois mal comment ses amis qui lui ont organisé un meeting aujourd'hui à Nogent pourraient me faire des reproches de pouvoir cumuler à la fois mon rôle de président de l'Assemblée nationale et de candidat en région Île-de-France, puisqu'il dit « je suis pour le cumul des mandats et je le réinstallerai ». Et si vous n'êtes pas élu en Île-de-France, vous revenez à l'Assemblée, au perchoir? C'est ce que j'ai dit, je me retournerai devant mes pairs. Vous savez, vous n'êtes pas comme ça descendu du ciel. Oui. Ni du perchoir d'ailleurs. Voilà, ce sont les députés socialistes qui m'ont désigné. Donc j'irai les voir en leur disant « vous avez pu constater la campagne qui a été la mienne, à vous de vous prononcer et c'est eux qui choisiront ». Pour le gouvernement, en tout cas, et pour vous aussi, les élections régionales de décembre qui se déroulent à la proportionnelle sont l'occasion d'un retour sur le terrain électoral. Et on va en parler avec Bruno Jeudi de Paris Match qui nous rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour Francis. Bonjour Claude Barthelone. Bonjour. Alors, Francis le rappelait à l'instant, vous êtes président de l'Assemblée nationale et votre seule présence dans cette bataille des régionales atteste justement de la dimension nationale de ce scrutin. En Ile-de-France, c'est même peut-être un peu plus, puisque c'est François Hollande qui vous aurait demandé d'être candidat. Alors j'ai envie de vérifier auprès de vous. Vous êtes donc le sauveur de la patrie socialiste en danger dans cette région? Non, je ne crois pas. Vous savez, j'ai eu une démarche du président de la République, je le reconnais, mais la première qui est venue me voir, c'est Anne Hidalgo, qui m'a dit, écoute, regarde ce que ça peut représenter comme enjeu pour le territoire. Et puis, à partir du moment où il n'y avait pas un autre candidat qui était capable de rassembler les socialistes, eh bien, franchement, j'ai trop d'attachement à cette région. Et j'entends trop les discours qui sont ceux de la droite. Vous voyez, je le vois depuis maintenant quelques jours, ils sont tellement imprégnés par le discours de l'extrême droite que c'est moins de logement social, moins de culture, moins de transport, plus de dénonciation des enfants issus de l'immigration. Donc franchement, il n'y a pas à se poser de questions. Dans une situation comme ça, on y va. D'abord, est-ce que vous ne craignez pas une sorte de 2010 à l'envers, c'est-à-dire la gauche qui perdrait toutes les régions, un peu comme la droite en 2010 qui avait perdu dans 21 régions sur 22? Vous savez,
on verra ça le soir du deuxième tour, c'est-à-dire dans 77 jours. Pour le moment, il n'y a qu'une seule chose à faire, à la fois pour les socialistes, pour les écologistes, pour les communistes et pour la gauche, c'est de mener la campagne du premier tour, de se rassembler, si cela est possible, dès le premier tour, et après, se rassembler, parce que, vous savez, trop souvent, on nous a raconté, il n'y a plus de différence entre droite et gauche. Là, tous les jours, on voit cette différence économique, sociale et environnementale entre la droite et la gauche. Pour l'instant, les sondages ne sont pas très bons pour la gauche. Sauf peut-être en Ile-de-France où ça semble serré. On va regarder le dernier, celui du jour. C'est celui d'aujourd'hui. Alors celui d'aujourd'hui, vous voyez, c'est très serré. J'avais 2 points d'écart. Votre adversaire, on est à égalité. Et avant-hier, il y avait un sondage qui donnait dans l'autre sens. Ouais. Mais dans ces sondages, les uns après les autres, on voit le Front National très haut. Est-ce qu'au fond, en région parisienne notamment, où il n'était pas présent au second tour la dernière fois, est-ce que ce n'est pas votre allié objectif? Non, pas du tout. Actuellement, vous savez, ce qui est finalement la plus grande menace, c'est le fait que la droite reprend de plus en plus les mots de l'extrême droite. Je voyais et j'écoutais, hélas, Madame Morano à une émission il y a quelques heures qui se voulait humoristique. Mais d'essayer de ramener ces électeurs dans le giron républicain, ça devrait être l'objectif de beaucoup de Mais justement, partis, si vous voulez, c'est là où je vous disais tout à l'heure, quand j'ai entendu pendant des années, il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Madame Morano dit « Nous sommes une société blanche ». Nos compatriotes d'outre-mer ont dû apprécier. Depuis les dernières élections municipales, c'est 20 000 logements sociaux qui sont bloqués. Monsieur Sarkozy, il y a quelques jours, devant un think tank, disait « On va arrêter de culpabiliser devant les banlieues ». Une nouvelle fois, vous voyez, au travers de leurs mots, au travers du fait que l'extrême droite prend leur intelligence, eh bien on voit bien qu'il y a la figure fantasmatique du jeune immigré, musulman des banlieues, qu'ils essayent d'agglomérer pour faire peur à la France. Valérie Pécresse, votre adversaire, qui est en meeting en ce moment même, elle a réussi l'union. Elle a réussi à réunir centristes, républicains autour d'elle. En face, vous, même en tant que président de l'Assemblée nationale, avec tout le poids politique que vous représentez, n'êtes pas parvenu à réunir cette gauche qui est aujourd'hui éclatée, au moins entre 4 listes. Ça va être très dur. Alors, c'est moins difficile aux élections régionales puisqu'il n'y a pas la barre des 12,5 qui existait au moment des départementales pour pouvoir se rassembler. Mais je découvre la candidate de M. Sarkozy. Moi, je regarde comment ils sont en train de se rassembler pour la lutte des places. Parce que quelle est la position commune entre Mme Joanneau et la candidate de M. Sarkozy sur le mariage pour tous, avouez que dans l'entre-deux tours, ça va quand même pas être simple pour vous de réunir tout le monde. Ah, écoutez, je peux vous démontrer que j'ai réussi à le faire au moment des dernières élections départementales dans mon département, où quels que soient les débats que nous avons eus avec les communistes, les écologistes et les socialistes, nous avons su prendre nos responsabilités. Parce que quand ce n'est pas l'union et le rassemblement qui permettent de donner une chance à une politique de progrès, on sait quels sont les dégâts en termes de culture, de logement social ou de transport. Là, vous nous parlez de l'union de la gauche. L'union de la gauche, elle ne fonctionne plus. Vous la voyez jusqu'où? Les écologistes, même le front de gauche? Est-ce que vous allez jusqu'au front de gauche? Le front de gauche qui vous fait perdre... Jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça que je vous parle de valeurs. C'est pour ça que je vous parle d'idées qui permettent à la gauche et à la droite de faire la différence. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dépôt des listes, avant le premier tour et après pour le deuxième. Jean-Luc Mélenchon, il ne veut plus de vous. Mais vous savez, ce sont des mots pour le moment, ce sont des différences qui peuvent exister par rapport à la politique menée. Mais nous devons tous avoir en tête à la fois quelle est notre responsabilité historique. On voit bien quel est le profil de la France qui se dessinerait s'il devait y avoir un retour de la droite ça peut aller aux régions juste comme en un mot, au niveau national. L'union de la gauche, ça peut aller jusqu'au front de gauche pour vous. Vous savez, c'est pour ça que j'ai pris ce slogan « Une Île-de-France humaine ». Ça s'adresse à tous les progressistes. Y compris le front de gauche, c'est ça que Mais bien entendu. Bien entendu. Ça s'adresse par exemple à toutes celles et tous ceux qui ont pris une position humaine sur le dossier des réfugiés au lieu d'essayer une nouvelle fois de jouer sur la porte de l'autre. Pour rassembler tout le monde, Jean-Christophe Cambadélis, le numéro 1 du Parti Socialiste, a lancé l'idée d'un référendum qui aura lieu mi-octobre, qui sera dévoilé demain pour voir comment ça s'organise, sur Internet, dans des lieux publics, les marchés par exemple. Nous, on est allé voir sur un marché à Paris ce qu'en pensent les gens. Faire un référendum, ça prouve que ça va mal. Oh, si vous savez ce que je m'en fous. On est quand même assez disponible sur un marché, enfin. C'est pas de plein gré, c'est toujours pour résoudre un problème. Le Parti socialiste se rend compte qu'il est en perte de vitesse. On a un parlement, c'est pas pour consulter le peuple. C'est qui aujourd'hui le peuple de gauche? J'appartiens à ce peuple de gauche, oui.
mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Je suis de droite, donc déjà on a presque réglé la question pour moi. À l'heure actuelle, que ça veut dire gauche, que ça veut dire droite? J'ai l'impression que le peuple de gauche, il est dégoûté de tous ces politiques. Oui ou non à l'union de la gauche au régional? Pour moi, c'est foutu. L'union est foutue. Enfin, il faut quand même s'unir un petit peu plus là que... Hein. L'union ne se décrète pas. Ils ont intérêt, non? J'ai pu comprendre qu'il n'y avait plus seulement des frondeurs, mais il y avait aussi des râleurs au PS. Oui, j'irai voter quand même, oui. Quand même, je dis bien quand même. Il y a encore de l'espoir, hein, Bruno. Le référendum de Jean-Christophe Cambadélis, c'est bidon ou c'est un coup de clairon. Ou ça sert vraiment à quelque chose alors que personne ne veut être avec vous au premier tour? Un coup de clairon. Un coup de clairon. D'abord, D'abord, qui s'adresse à tous ceux qui s'abstiennent. C'est toutes celles et tous ceux qui s'abstiennent ces derniers temps. Vous voyez, moi, je l'ai vu au cours d'une municipale partielle à Noisy-le-Grand. Eh bien, les abstentionnistes qui se sont rendus compte qu'il y avait une élection sont venus et ont apporté 2000 voix supplémentaires aux candidats socialistes. Et nous avons perdu alors que la ville a une majorité de 54% parce que la gauche a été divisée au deuxième tour. Donc, il faut ce coup de clairon pour que les uns et les autres comprennent les responsabilités qui nous incombent. Une dernière question de Bruno. Manuel Valls, qui est le chef de gouvernement et qui s'est présenté à la télévision là, en fin de semaine, même déjà en chef de la bataille des régionales, il dévisse dans les sondages, parfois même beaucoup. C'est un atout pour vous dans cette campagne Nous réussirons tous ensemble. Manuel Valls, c'est un chef de campagne. Et Manuel Valls, j'ai eu l'occasion déjà de lui demander, et je l'ai déjà annoncé, viendra faire un grand meeting au cours de cette campagne en Ile-de-France. Il ira certainement dans d'autres régions. Jean-Paul Huchon viendra vous soutenir aussi, parce qu'il a dit, lui, Bien que sûr. l'alternance, c'était normal. Alors, vous savez, il y a quelquefois des mots qui ne sont pas maîtrisés. Et vous savez, j'ai trop d'amitié pour Jean-Paul pour ne pas tenir compte de la souffrance qui a été certainement la sienne, de se rendre compte qu'il n'était plus celui qui pouvait rassembler les socialistes. Réponse à l'envoyeur. Merci Bruno. On en parle aussi, c'est l'affaire des moteurs diesel truqués chez Volkswagen, fleuron de l'industrie allemande, 11 millions de voitures dans le monde. À vos yeux, c'est un scandale vraiment industriel ou c'est simplement un dérapage? Vous savez, quand j'ai entendu parler de cette nouvelle, j'ai eu une pensée pour nos amis grecs. Souvenez-vous comment la presse allemande conservatrice les a traités de tricheurs, de gens qui truandaient les comptes, quand ils ont dû découvrir cela. Franchement, ça c'est quelque chose qui doit être un signal pour toute l'Europe. On ne peut pas, sur la question de la double transition écologique et environnementale, avoir de grands groupes qui sont capables d'un tel comportement. Et il faut que dans chacun des pays, on soit attentif à nos productions, mais il faut que l'Europe maintenant soit un fer de lance dans le cadre de la protection de notre environnement. Donc c'est un avertissement à l'Allemagne, vous dites? C'est un avertissement à l'Allemagne parce qu'ils se sont fait attraper, mais c'est un avertissement à toutes les entreprises. Il n'y aura pas de futur industriel, pour l'Europe en particulier, si nous ne sommes pas capables d'inventer les produits qui sont respectueux pour l'environnement pour les années qui viennent. Ça a en tout cas relancé le débat sur le diesel qui pollue. Et Emmanuel Cos, pour Europe Écologie Les Verts, dit « Je demande l'interdiction du diesel dans l'ensemble du pays d'ici 2025 ». Le gouvernement a dit « C'est pas sérieux ». Et pour vous, c'est sérieux ou pas? Je comprends ce que veut dire Emmanuel Cos, mais je pense que c'est compliqué. D'abord, ce serait un handicap pour les plus pauvres. Parce que imaginez ceux qui vivent notamment loin des grands centres, qui sont quelquefois mal desservis par les transports, qui ont bien souvent de vieux moteurs diesel, leur dire cela, c'est encore leur présenter une difficulté. Donc pour vous, par exemple, il est hors de question d'interdire le diesel dans les rues de Paris, par exemple? D'abord, il faut faire la différence entre le moteur propre, les moteurs propres et les moteurs sales. Il faut aider notamment les plus humbles à se débarrasser de tous les diesels dépassés qui polluent. Et puis, il faut être attentif à la qualité de l'air. Moi, je n'oublie pas que selon l'OMS, la pollution de l'air tue 3 fois plus de personnes que le tabac. Donc, il faut maintenant que l'on rentre de plus en plus dans une industrie automobile qui soit respectueuse de l'environnement. Pour terminer, on va parler de Paris, candidate aux Jeux Olympiques de 2024. Il faut trouver 60 millions, là, l'appel a été lancé, pour porter la candidature. J'ai mon petit bracelet. Ah oui, je veux les Jeux, c'est ça, c'est je veux les Jeux. Là, vous les voulez visiblement. Mais quelles sont les chances de la France et de Paris pour décrocher les Jeux? Vous croyez que ça peut marcher? Oui, j'en suis persuadé. Pourquoi? J'en suis persuadé parce que d'abord, on se rend compte comment la France, aujourd'hui, peut représenter ce modèle de femmes et d'hommes de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, qui vivent ensemble dans le cadre du respect d'un certain nombre de valeurs, les valeurs de la République. Et ça peut être un argument pour décrocher les JO? Oui, parce que de plus en plus, les JO se rendent compte qu'ils doivent
retenir un projet qui est porteur de valeurs. Et nous, après avoir accueilli la COP21, en démontrant que nous voulons des jeux qui soient respectueux de l'environnement et respectueux de la démocratie et de la liberté, eh bien, je pense que la France peut avoir de grandes chances de les avoir 100 ans après la dernière fois. Merci Claude Bartolone d'être venu dans 12-13 dimanche. Maintenant, Merci c'est Catherine de votre Latoche invitation. pour l'actualité de la mi-journée. À retrouver le 12-13 dimanche sur Twitter et France TV.